Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour commenter les résultats de notre premier sondage sur les législatives depuis l'installation d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Un premier sondage réalisé par l'IFOP pour Paris Match et qui révèle comme principal enseignement la large avance dont disposeraient les candidats de la République en marche, le mouvement présidentiel qui va soutenir les candidats d'Emmanuel Macron. 31% des voix recueilleraient en moyenne les candidats de la République en marche si l'élection avait lieu dimanche. Ce sondage a été réalisé les 18 et 19 mai et montre que le mouvement présidentiel est en mesure de réaliser un véritable exploit politique puisque la République en marche, c'est ni plus ni moins aujourd'hui zéro député, une formation toute neuve qui s'appelait En Marche pendant la campagne présidentielle, qui a permis à Emmanuel Macron de faire sa campagne et qui aujourd'hui a investi presque 60% de nouveaux candidats, de personnalités issues de la société civile, très peu impliquées dans la vie politique, et avec 31%, ce qui représente quand même 9 points de progression par rapport à un sondage similaire réalisé les 4 et 5 mai, eh bien, le mouvement d'Emmanuel Macron serait ni plus ni moins en position d'obtenir une majorité écrasante, une majorité absolue, c'est-à-dire plus de 289 députés, possiblement 300. C'est bel et bien peut-être une chambre en marche horizon qui se dessine, tout comme il y avait eu en 1919 la fameuse chambre bleue horizon et en 1981 plus près de nous la chambre rose, Assemblée nationale dominée par la fameuse génération des profs, des barbus élus dans la foulée de François Mitterrand et qui permit au premier président socialiste de la Ve République d'obtenir une majorité écrasante. Donc aujourd'hui la campagne, certes, ne fait que commencer, elle sera courte. Le premier tour a lieu le 11 juin. Incontestablement, les candidats de la République en marche sont en posture favorable si on s'en tient à ces seuls sondages. Tout ça étant lié évidemment au bon début d'Emmanuel Macron à l'Elysée, qui pour l'instant accomplit presque sans faute depuis son élection le 7 mai avec ce premier discours qui a beaucoup marqué les esprits au Louvre, puis à la cérémonie d'investiture sobre, dépouillée, très jupitérienne pour reprendre le mot à la mode dans les milieux, dans les rangs d'Emmanuel Macron, avec cette remontée des Champs-Élysées à bord du command car, puis cette visite symbolique auprès des militaires blessés dans les théâtres extérieurs. Il y a eu ensuite la visite au Mali et ce président qui s'est mis au travail rapidement en attaquant la réforme du Code du travail, un des premiers tests pour sa majorité, lui-même se plongeant ce week-end dans une grande séquence diplomatique avec le sommet de l'OTAN, puis le premier sommet international avec le G7 à Taormine. Et quelles sont les chances de la droite et du Front National d'empêcher les Républicains, enfin la République en marche, d'obtenir cette majorité absolue ? Alors sur le papier, quand on regarde les résultats, ce sont les Républicains qui semblent les mieux placés, 19%, loin donc derrière les candidats d'Emmanuel Macron, moins également qu'une enquête similaire des 4 et 5 mai, toujours pour l'IFOP, où ils étaient crédités de 22,5, donc en légère baisse, le début de campagne. Et surtout, les débuts d'Emmanuel Macron semblent ne pas profiter aux candidats les Républicains, dont le chef de file est François Baroin, qui ont reconfiguré le programme de François Fillon, accent plus sur la baisse des impôts que sur le redressement national, qui était le mantra de François Fillon. Toujours est-il que les Républicains, avec 19%, des candidats sortants assez nombreux, à peu près 200 candidats, 200 députés sortants, sont en mesure de résister, somme toute, honorablement, avec 19% et
en devançant le Front National dans ce même sondage, ils sont en mesure peut-être d'obtenir entre 150, 170, 180 députés, ce qui ne ferait pas une majorité absolue, mais leur permettrait de constituer le deuxième plus grand groupe à l'Assemblée nationale, sous réserve que les chiffres pointés dans ce sondage se réalisent. Pour l'instant, en tous les cas, les Républicains ont une courte avance devant le Front National qui, lui, réaliserait en moyenne 18%, loin donc des 21% réalisés par Marine Le Pen. Et surtout, on voit qu'il n'y a plus de dynamique au Front National, comme si au fond cet entre-deux tours avait cassé la machine FN et qu'il ne se remettait pas du débat raté par Marine Le Pen, qui aujourd'hui a revu ses ambitions à la baisse et espère d'abord pouvoir constituer un groupe, c'est-à-dire obtenir 15 députés, alors qu'il y a encore un mois ou deux, ils espéraient en décrocher 60, 80. On voit que le Front National en rabat et que ce sera difficile pour eux d'obtenir un groupe. Certains même de ces leaders auront du mal eux-mêmes à se faire élire. On pense notamment à Gilbert Collard dans son fief du Gard, où il aura fort à faire avec la torera Marie Sarah. Et à gauche, donc le Parti socialiste est dans une situation difficile. La France insoumise aura probablement aussi des difficultés à former un groupe. Le grand perdant de ce sondage, si on s'en tient à cette seule étude, c'est évidemment le Parti socialiste qui redescend à 7%, c'est-à-dire grosso modo guère plus que le score de Benoît Hamon au premier tour de l'élection présidentielle. De loin le pire score de toute l'histoire du Parti socialiste. Il faut rappeler que leur plus mauvaise législative, c'est 1993. Ils étaient revenus avec 57 députés et à l'époque, ils avaient fait 12,5% des inscrits. C'est ni plus ni moins la disparition peut-être du PS qui est en train de se jouer, la disparition en termes de groupe politique, parce que à 7%, les députés socialistes risquent d'être beaucoup moins nombreux. Ils pourraient même voir leurs effectifs divisés par 10. Ils sont aujourd'hui un peu plus de 280 à l'Assemblée nationale. Beaucoup ne se représentent pas, mais à 7%, on voit que ça pourrait se terminer à 15-20 députés, ce qui évidemment marquerait un écroulement complet du parti de la rue de Solferino. La plupart de ces leaders sont en danger. Jean-Christophe Cambadélis à Paris, Benoît Hamon lui-même à Trappes, et un certain nombre de ministres sont en difficulté également. D'autres ont renoncé au dernier moment. Je pense au valsiste Jean-Marie Le Guen. Ils n'ont plus de chef. Bernard Cazeneuve fait campagne pour quelques-uns. D'autres se sont réfugiés ou bénéficient de l'étiquette En Marche. Marisol Touraine en Indre-et-Loire, Myriam El Khomri à Paris, ou n'ont pas de candidat En Marche face à eux, comme l'ancien porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. C'est le sauf qui peut au PS, et chacun essaie de pouvoir sauver sa peau pour revenir à l'Assemblée nationale. Mais le parti, en tant que parti de gouvernement, parti majeur de la vie politique française, semble promis à une bérésina absolue dans cette campagne législative. Reste une inconnue, la France Insoumise, ce mouvement de Jean-Luc Mélenchon qui présente de nombreux candidats. Ses leaders sont en campagne. Jean-Luc Mélenchon à Marseille, avec de bonnes chances de l'emporter si on en croit un sondage réalisé par nos amis du Journal du Dimanche. Alexis Corbière, son lieutenant, candidat à Montreuil, semble également pas mal parti. Mais au-delà de ces quelques figures, ça risque d'être compliqué pour la France Insoumise de pouvoir constituer un groupe, d'autant plus que dans de nombreuses circonscriptions, ils sont en concurrence directe avec des candidats communistes, parce que c'est toujours entre chien et chat, entre ces deux formations, le Parti communiste dirigé par Pierre Laurent et la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui ne s'entendent pas du tout. Il y a des divergences de lignes politiques entre les deux, et puis il y a une animosité notoire entre les deux hommes. Du coup, la France Insoumise qui réalise 15% dans notre étude pourrait rester bloqué à 10, 15,
député, c'est-à-dire guère plus que le Parti socialiste, et surtout loin des espérances de Jean-Luc Mélenchon, qui espère être le grand leader de l'opposition à Emmanuel Macron, malgré sa très bonne campagne présidentielle, ses 19% et ses 600 000 voix qui lui ont manqué pour pouvoir être au second tour. Jean-Luc Mélenchon risque lui aussi d'en rabattre dans la prochaine chambre qui sera celle où se débattront la plupart des réformes souhaitées, promises par Emmanuel Macron. Si les sondages se vérifient, Emmanuel Macron disposera d'une majorité écrasante, enfin pourra disposer d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, mais l'histoire montre que ce n'est pas forcément un cadeau que d'avoir une majorité trop écrasante en France. Alors c'est vrai, d'abord on va voir si il obtient la majorité absolue, c'est-à-dire avec ses seuls marcheurs, ou est-ce qu'il devra dépendre par exemple des centristes du MoDem qui pourraient jouer le parti charnière. François Bayrou a réussi à imposer de 70 à 80 candidats dans des circonscriptions et il pourrait espérer voir élire 15, 20, 25 députés. On verra. Après, c'est vrai que l'histoire montre que les chambres dominées par un seul parti, ça a été le cas notamment en 1981, ça a été le cas en 1993 pour l'Alliance RPR-UDF, ne sont pas forcément les majorités les plus faciles à manier. Au début, quand les premières réformes passent, tout va bien, et puis parfois ça se dégrade, il y a des tensions dans le groupe majoritaire, et finalement c'est souvent avec le groupe majoritaire que c'est le plus compliqué qu'avec la seule opposition qui en général est réduite aux acquêts. Du coup, avec cette majorité En Marche, si elle se constitue, qui sera en plus constituée de novices en politique, de gens venus d'horizons très différents. On sait qu'il y a au moins un bon tiers d'anciens élus de gauche, des élus locaux, voire parfois d'anciens députés socialistes, de quelques personnalités plutôt chevronnées, une trentaine de députés socialistes, une quinzaine de députés PRG, peut-être des écolos. Plus quelques personnalités issues du centre droit, voire de la droite. Tout ça constituera une majorité hétéroclite qui sera peut-être pas facile à diriger pour le futur chef de la majorité, qui devrait être, dans le contexte d'une victoire aux législatives, Édouard Philippe, lui-même connaissant assez peu les candidats d'En Marche, puisqu'il y a encore quelques semaines, il faisait candidat pour le compte des Républicains. Une question d'un internaute pour terminer à propos de Richard Ferrand et des révélations du Canard publiées aujourd'hui. Est-ce qu'il va donner sa démission ? Alors pour l'instant, les porte-paroles d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire celui du gouvernement, Christophe Castaner, et Benjamin Griveaux du mouvement En Marche, excluent toute démission de Richard Ferrand, qui, rappelons-le, est à la fois ministre des Territoires et en même temps patron du mouvement En Marche, et j'allais dire le fidèle d'Emmanuel Macron, le premier député socialiste à avoir rallié officiellement Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement exclu. Ils arguent du fait que c'est de l'argent privé, pas de l'argent public. En même temps, on voit bien que cette affaire est très embarrassante pour le gouvernement à plusieurs titres. D'abord, il n'y a pas que l'affaire des mutuelles bretonnes, possiblement une affaire d'ABS, mais ça c'est à la justice de déterminer si elle doit ou non ouvrir une enquête préliminaire. Il y a aussi l'affaire du fils. Abus de biens social. Il y a l'affaire du fils qui apparemment a été quelques mois salarié du député Ferrand, et on sait qu'en matière d'emplois familiaux, le gouvernement va être implacable. Alors c'est évidemment, il n'y a pas de rétroactivité, ça ne concerne pas la situation d'aujourd'hui. Et puis il y a aussi le fait qu'elle tombe au plus mal au moment où François Bayrou, le ministre de la Justice, le cheval ébiant de la politique depuis plus de 20 ans, a lancé les consultations pour préparer son projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Ça jette évidemment un trouble, ça tombe très mal pour Emmanuel Macron, pour son gouvernement,
qui a fait campagne sur la probité, sur l'exemplarité, et en pleine campagne des législatives, c'est évidemment un premier couac, une première épine qui risque d'être compliquée. Alors il faudra voir dans les heures qui viennent si il y a des développements judiciaires à cette affaire, auquel cas ça mettrait sans doute Richard Ferrand dans une situation impossible. S'il n'y en avait pas, après c'est une affaire politique. Manifestement, les responsables du gouvernement, le Premier ministre en tête, ont renouvelé leur confiance à Richard Ferrand. Merci Bruno Jeudi.